Donc, les deux seules choses qui traversent le temps en période perturbée, c'est l'immobilier, c'est l'entreprise. Donc, les SCPI est un bon endroit. Voilà ce que je veux dire. Ça ne veut pas dire qu'elles ne vont pas baisser, ça ne veut pas dire qu'elles ne vont pas avoir des problèmes. Mais là, je pense que pour les CPI, il ne faut pas se poser la question de la valeur. Il faut se poser la question du chèque qu'on reçoit tous les trimestres. Bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire Lou Invest. On retrouve Guy Marty aujourd'hui. Bonjour Guy. Bonjour Clément. Alors peut-être pour commencer un petit peu avec nos premiers participants, Guy, tu es une véritable légende du monde des SCPI. Tu as inventé le terme pierre-papier pour dénommer les SCPI et les SIC, qui est peut-être maintenant de la pierre digitale avec ce qu'on voit sur l'immobilier tokenisé ou l'immobilier fractionné. Tu as également créé l'Institut d'épargne immobilière et foncière, qui est, je crois, le premier observatoire indépendant sur l'immobilier et les foncières, avec une approche également économique. Tu as également créé évidemment le média pierrepapier.fr, qui est, je crois, le plus gros média à date sur le sujet de la pierre papier. Pourrais-tu peut-être en quelques minutes, en attendant que les personnes nous rejoignent, revenir sur ton parcours si riche? Bon, tout le monde à mon âge a un parcours riche, hein, ce n'est pas la question. Et en fait, tout a commencé en 1980, j'étais tout jeune à l'époque, et j'ai écrit un premier livre euh, dans lequel j'avais juste eu l'intuition de quelque chose qui n'allait pas dans les placements de l'époque. C'est-à-dire que on avait pour la bourse les OPCVM, autrement dit la possibilité pour un particulier d'arriver en bourse et d'être dans un grand portefeuille avec la diversification, la gestion professionnelle et la tranquillité. Mhm. Et on ne l'avait pas dans l'immobilier. Et je m'étais perçu qu'il y avait des SCPI qui traînaient dans un coin, mais que personne n'en parlait. Et donc, après la publication de ce livre, d'abord, j'avais dans ce livre expliqué cette comparaison en disant que le vrai équivalent pour l'immobilier des OPCM pour la bourse, ce serait la SCPI. Mhm. Et puis, après ce livre, eh bien, j'ai proposé à différents journaux de me suivre dans une croisade vers l'immobilier accessible dans un grand portefeuille, etc. Donc, ben voilà, la SCPI était mon dada. Alors, au début, j'étais tout seul. Et puis, peu à peu, on a créé donc l'IEIF, c'est-à-dire que la profession s'est mise autour de moi pour créer l'IEIF, qui a d'abord fait beaucoup de statistiques, d'études sur les CPI, sur les foncières cotées en bourse, sur l'assurance vie immobilière, etc. Et puis très vite, chaque rédaction de quelque journal que ce soit avait son spécialiste CPI. Et donc, j'ai été un peu banalisé, mais c'est très bien. Ça veut Tu dire que avais lancé les la choses mode sont en parties. fait. Voilà. Excellent. Et alors, du coup, dans ce live ce soir, l'objectif, c'est donc effectivement de revenir sur l'historique, mais également de parler de la situation actuelle, qui n'est pas nécessairement évidente pour les SCPI. Et Mhm. l'idée, évidemment, avec toi, c'est de revenir et de faire des comparaisons, d'essayer de voir comment d'autres crises passées peuvent éclairer la situation actuelle. Alors, évidemment, toutes les crises ne sont pas équivalentes, et je pense qu'on en parlera en détail, mais de tracer, en fait, voilà, des points de comparaison et de permettre à nos auditeurs de sortir de cette interview, je l'espère, euh, alors au moins en ayant appris des choses et puis peut-être en se forgeant des convictions sur la situation des SCPI. Eh bien, pourquoi pas. Écoute, c'est l'objectif. Du coup, peut-être dans un premier temps, on ne va pas non plus faire tout l'historique des SCPI. Tu parlais là des années 80. Finalement, les SCPI étaient nés pas tellement longtemps avant. Est-ce que tu pourrais retracer avec nous les quelques grandes étapes des SCPI, de leur création à aujourd'hui? Alors, les très grandes étapes, c'est d'abord le début des années 60, quand il y a eu ce qu'on a appelé des civiles foncières, qui ont permis deux choses. Elles ont permis d'abord de donner accès à l'immobilier à des personnes qui n'y avaient pas accès. Hein. C'est-à-dire que la civile foncière était conçue pour des petits montants et être propriétaire immobilier. Donc l'idée était là déjà. Et puis, ces civiles ont permis aussi, elles ont été en fait très utiles économiquement, puisqu'elles ce sont les premières qui ont financé, qui ont acheté en fait des bureaux où des entreprises, disons, du secteur tertiaire qui étaient naissants à l'époque, ont pu s'installer. C'est-à-dire qu'avant, il fallait être propriétaire de ces bureaux. Donc, Mhm. beaucoup de petites entreprises ne pouvaient pas naître. Et le fait d'initier la propriété des bureaux qu'on louait Mhm. a en fait eu une très grande utilité économique. Et ça a continué. Et puis, il y a eu des scandales, des grands scandales. Alors, j'ai raconté sur le site Pierre Papier.
Bon, il y a une barre horizontale, vous savez, comme toujours. Il y a classement, il y a SCPI, et dans l'onglet SCPI, il y a aussi l'aventure des SCPI. Et c'est vrai que c'était plutôt des scandales, on va dire, politico-financiers à l'époque. Toujours est-il que, loi de 70, on crée la SCPI, Société civile de placement immobilier, donc avec un statut de société civile. C'est-à-dire qu'on gardait les caractéristiques immobilières. Par exemple, la fiscalité immobilière. Tout à fait. Ce qui est très important, encore aujourd'hui. Mais les années 70, disons le parfum des crises, il y avait la chanson d'Henri Salvador sur la garantie foncière, la belle affaire, etc. Enfin, il y a eu un film avec Catherine Deneuve, Jean-Louis Trintignant, etc. Enfin, il y avait un souvenir. Donc, quand je suis arrivé en 80, ça sommeillait. Ok. Toutes ensemble, elles capitalisaient, à peu près 1 milliard d'euros. Alors, pour comparaison, aujourd'hui, on est à 80, 90 milliards. On est à 91. 91, donc on est 90 fois supérieur. C'est énorme. Voilà. Donc, c'était vraiment un petit truc qui dormait, et c'était l'idée qui me paraissait intéressante. Et surtout, elle dormait au niveau de la collecte. Donc, quelqu'un m'a dit d'ailleurs quelques années après, voilà, l'un des professionnels du secteur m'a dit, voilà, tu as réveillé la belle des endormis. Et c'était le cas. Et donc, la collecte a monté. Elles ont vraiment renforcé leur utilité économique auprès des petites entreprises en mettant à disposition des bureaux, des commerces, etc. Et vers 88-89, elle capitalisait à peu près 10 milliards d'euros. Okay. C'est encore tout petit par rapport à aujourd'hui. Mais elles étaient passées de en 1 à 10 ans 10, de 1 à 10, ce qui était formidable. Bien sûr. Et là est arrivée la grande crise de l'immobilier. Alors, on peut peut-être s'y attarder un tout petit peu. Absolument, de toute façon, c'était la suite des questions. Donc, effectivement, parlons directement de parce que dans ces années-là, les années 90, il y a eu vraiment une terrible crise immobilière que, bon, j'imagine que je suis probablement plus âgé que beaucoup de ceux qui nous regardent, là, ou nous écoutent. Pas tant que ça, mais peut-être un petit peu. Pour ceux qui n'ont pas connu cette période, il faut savoir que c'était une crise totalement traumatisante, pour plein de raisons. La première, c'est que de la sortie de la guerre jusqu'à 88-89, l'immobilier en France n'avait jamais baissé. Oui, donc c'était un choc, en fait. Tout le monde pensait même que ça psychologique, c'est-à-dire que c'était une évidence que quand on avait un logement, ça montait tout le temps. Et quand ça a baissé, ça a vraiment été un choc profond du genre, c'est à qui la faute, quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Qui a fait des bêtises, etc. Alors, on a cherché des coupables. Les coupables, c'était les marchands de biens, vous savez, ceux qui achètent pour travailler un peu un immeuble et le revendre. C'était les promoteurs, c'était les banquiers qui avaient prêté à Tire-Larigot. Et en fait, ça ne pouvait pas être ça, parce que c'était une crise mondiale. C'était une crise totalement mondiale qui a failli, à l'époque, faire sauter les systèmes bancaires du monde entier. On ne se souvient plus que cette crise-là a été plus dangereuse que même la crise de 2008. C'est-à-dire que tous les banques du monde, le système bancaire du monde a failli exploser. Parce que toutes les banques du monde avaient prêté énormément à l'immobilier, etc. Et partout dans le monde, c'était la catastrophe. Et alors, pourquoi c'était la catastrophe? Je pense que c'est la question qu'on se pose tous. Peux-tu revenir exactement sur les mécanismes qui, dans les années 90, ont fait qu'il y a eu cette crise si importante? La crise, elle avait deux facteurs. Le premier facteur, c'est que les banques, partout dans le monde, avaient besoin de gagner de l'argent. Et quand vous avez un directeur des entreprises qui arrive et qui dit, voilà, j'ai prêté tant de milliards à LVMH pour 2,4% de marge, et que vous aviez le directeur immobilier qui arrivait, moi je n'ai pas fait beaucoup, j'ai fait 300 millions, mais j'ai fait 6% de marge, les banques se sont précipitées vers l'immobilier, qui était un peu un symbole de sécurité à l'époque. Le problème, c'est que pendant toutes les années d'après-guerre, on a connu de l'inflation. Et au milieu des années 80, l'inflation s'est complètement arrêtée. Donc, la revalorisation un peu automatique de l'immobilier a cessé. Et puis, on s'est mis à construire beaucoup, à prêter beaucoup l'activité immobilière, donc on a construit trop, avec l'idée que les loyers allaient continuer à progresser, que les valeurs allaient continuer à progresser, alors que c'était fini, ce moteur de l'inflation. Et donc, quand on s'est réveillé, on avait commis des erreurs. Et notamment, en 90-91, il y avait beaucoup trop de bureaux. Et la crise des bureaux a été épouvantable. D'accord. Donc, vous aviez d'un côté les particuliers qui voyaient leur logement perdre de la valeur.
Vous y aviez de l'autre des SCPI qui avaient été conseillés en général par un agent bancaire à l'époque, par un conseiller dans la banque. Et dans cette crise que personne ne comprenait, au moins il y avait quelqu'un à houspiller. On pouvait s'adresser au conseiller qui avait vendu les parts de SCPI. Ouais. Parce qu'en plus, quand vous avez un logement, que ce soit un appartement, une maison, vous ne faites pas complètement les comptes, quoi. Vous ne comptez pas le temps que vous passez à vous occuper de l'assurance, le temps que vous passez à chercher un locataire, éventuellement le temps que vous passez à faire des travaux dans votre maison, etc. Alors que pour les SCPI, on a les chiffres, voit dans le rendement, bien sûr. Le prix de valeur à combien je vends, et puis le chèque que je touche chaque mois, enfin chaque trimestre, pardon. Donc, il y avait un placement qui était totalement transparent, on avait les chiffres, on voyait que ça baissait, et on avait quelqu'un à qui parler. Qu'est-ce qui s'en est pris? Qu'est-ce qui s'en est pris? Et donc, les CPI, et il est resté dans l'imaginaire des banquiers, des journalistes, des conseils en placement, il est resté un traumatisme sur les SCPI, parce que à ce moment-là, dans les années 90, il y avait en plus une crise économique extrêmement grave. Donc, un chômage terrible. Donc, quelqu'un tombe au chômage, sa situation change. Il avait fait un placement qu'il pensait sûr et stable, etc. Il a besoin d'argent. Ah, il ne peut pas. Il y a eu un problème, justement, de ce qu'on appelle un problème de liquidité. Bien sûr. On en reparlera pour ce qui pourrait se passer aujourd'hui. Et donc, il y a eu un traumatisme. Et en plus, à l'époque, il se trouve que, pour X raisons, Bercy n'aimait pas les CPI. Donc, l'ancêtre de l'AMF, la COB, chargée de suivre ce placement, de protéger l'épargne, en fait, ne les aimait pas non plus. Et donc, on avait obligé les CPI à afficher un prêt de cession qui était merveilleux pour le vendeur, mais pour lequel il n'y aurait eu aucun acheteur. Donc, en fait, le marché s'est bloqué. Il ne s'est pas bloqué longtemps, il s'est bloqué en gros entre 94 et 96. Okay. Donc, très vite, les gérants de CPI ont trouvé un système pour dire, bon, on va faire un petit peu de... On va remettre un prix normal, offre et demande, etc. Donc, finalement, ceux qui voulaient sortir ont pu sortir. Mais il y a eu un choc émotionnel, si vous voulez. Mince, je suis piégé. Alors que l'immobilier était avant une valeur refuge qui ne baissait jamais, qu'on pouvait toujours vendre, etc. Donc, c'était vraiment un gros traumatisme. Maintenant, si on fait le bilan, à la sortie de la crise, on s'aperçoit d'abord que ceux qui étaient restés, avaient touché le revenu tout du long. Et pour les valeurs, ce qui est très intéressant, et on revient sur l'idée de base de l'OPCVM, c'est que les bureaux qui étaient loués à la sortie de la crise immobilière dans les années 98, 99, 2000, qui finalement avaient tous été placés. Il y a eu 7-8 ans pour digérer la suroffre, mais ça a été fait. Ces bureaux n'étaient plus du tout les mêmes que ceux de 10 ans avant. Les locataires étaient devenus beaucoup plus exigeants sur le confort, sur les branchements Internet, enfin, pas encore Internet, mais au moins... Oh, 99, si, ça arrivait quand 2000, même. Mais au moins, il y avait beaucoup de choses qui avaient changé. Et on s'aperçoit que les immeubles détenus par les CPI, ou les valeurs des CPI, avaient finalement moins baissé que les bureaux en général. Et en fait, quand vous êtes en bourse, vous avez un EPCVM. Bon, la bourse perd 50%. Votre EPCVM, il perd moins 25%. Vous dites, mais j'ai un sacré bon gérant. Et en fait, ça a été les CPI de la crise des années 90. D'accord, donc une bonne gestion des bureaux. On s'aperçoit que le périmètre investi, vous savez, l'immobilier, c'est plein d'immeubles. Donc, on sait que le bureau, ça baisse, par exemple, plus ça monte. On sait que la logistique, ça marche bien ou moins bien. Que le logement, on voit qu'à Paris, il baisse en ce moment, ou dans certaines villes, etc. Puis qu'à certains endroits, comme le sud-est de la France, au contraire, il se tient bien, etc. Mais chaque immeuble est tout seul dans son coin, ou chaque logement est tout seul dans son coin. Quand un gérant achète, d'abord, il sait que quand il achète un immeuble, il ne va pas s'en débarrasser tout de suite. Donc déjà, il y a une première sélection. Deuxièmement, son immeuble, il s'en occupe. C'est-à-dire qu'il va faire en sorte qu'il reste louable, il va faire des travaux, il va, etc. Et puis si un locataire s'en va, il va activement lui chercher quelqu'un. Donc, le périmètre investi, ce que dans l'économie immobilière, on appelle le périmètre investi, se porte toujours mieux que l'immobilier en général. Et alors, ce que je vous dis, c'est vrai pour les CPI, mais c'est vrai aussi pour les foncières cotées, et c'est vrai aussi pour les immeubles détenus par la compagnie d'assurance. Donc, en fin de compte, après cette crise qui était un traumatisme extrêmement fort, finalement, ceux qui sont restés, c'est reparti.
Et Voilà. alors, juste avant qu'on reparte du coup sur le début des années 2000, et puis évidemment la crise de 2008, je rappelle une nouvelle fois, pour ceux qui nous ont rejoints en cours de route, vous pouvez poser des questions sur l'onglet QR en bas comment dire, de Zoom. Ça vous permet de rebondir sur Mhm. ce qu'on se dit et de nous, voilà, si vous souhaitez clarifier un point, si vous avez des choses que vous n'avez pas compris, n'hésitez absolument pas. Comme je vous ai dit, on répondra soit en live, soit en fin d'interview. Et alors du coup, Guy, là, on sort donc de cette crise des années 90, on entre dans les années 2000. Alors il y avait quand même la bulle Internet. Oui, exactement. Il y a eu l'éclatement de la bulle. Exactement. Alors ça a eu un impact ou pas? Ah bah oui, parce que à l'époque, la mode des SCPI qu'on appelle immobilier d'entreprise, hein, on les appelle souvent SCPI de rendement. Pourquoi? Parce que historiquement, les locations d'immeubles aux entreprises rapportaient beaucoup plus en pourcentage que les locations de logement. Donc, elles s'appelaient SCPI rendement. Mais en fait, Enfin, c'est c'était ça des le bon CPI terme. bureaux. C'était des SCPI entreprises. Et dans l'immobilier d'entreprise, il y avait une grosse partie de bureaux et une partie également significative de commerce. Mais, éclatement de la bulle d'Internet, il y avait eu une frénésie de location de bureaux et donc à nouveau de reconstruction de bureaux pour toute cette bulle Internet qui était formidable en fait. Hein. Et puis, éclatement de la bulle. Et bien là, les CPI ont eu des problèmes de suivi de location. C'est-à-dire que quand vous avez un bureau vide, qu'est-ce que vous faites? Et quand vous avez plein d'entreprises qui ferment leurs portes en même temps, c'est difficile d'aller en chercher d'autres. Bien sûr. Bon, c'est un problème qui a duré 2 ans. Ok. Elles ont mis à peu près 2 ans à retrouver le revenu de, on va dire, 2001, hein, avant l'éclatement de la bulle. Mais il y a eu un choc. Et ça veut bien dire qu'il n'y a pas de placement qu'on peut faire sur la Lune, si vous voulez. Euh, Partout où on place son argent, on est sur la Terre, où il peut se passer des choses. Hein. Et donc, il y a eu cette crise immobilière, et puis après, on est rentré. Alors, c'est reparti, Et et puis on est 2008. 2008. Alors, 2008, c'est très intéressant, parce que ça a été un terrible choc. On s'en souvient encore, hein, Absolument, ouais. terrible choc financier. On est passé à côté de désastres. Et curieusement, les CPI n'ont pas trop mal navigué. Alors, il faut savoir quand même qu'on a été protégé à l'époque parce que, d'abord, la France a des défauts, mais parfois ça peut devenir des qualités. Je m'explique, c'est que nous, on a une fonction publique très importante. Et on a des systèmes sociaux très lourds, on va On a une dire. forme d'inertie, souvent on parle de Une forme l'inertie, d'énergie. exactement. Donc, ça veut dire que quand les économies redémarrent, on démarre moins vite que les autres. Mais quand Mais elle quand il y a un décroche, choc, on a plus d'énergie. Donc déjà, il y a eu un choc sur l'emploi beaucoup moins fort que dans d'autres pays. Ça, c'est le premier point. Et deuxièmement, pour une fois, je dis bien pour une fois, on a eu un gouvernement intelligent sur l'immobilier. C'est-à-dire que entre Noël et Jour de l'An, juste après le choc Lehman Brothers en 2008, on a passé la loi Cellier. Qu'est-ce qu'elle a fait, la loi Cellier? Elle a soutenu l'investissement de ceux qui avaient de l'épargne vers le logement locatif. Donc, ça a tenu l'immobilier. Et en fait, le grand effet de cette loi Cellier, ça a été de maintenir en France la consommation. Parce que là, il y a un point qu'il faut bien voir, c'est que ceux qui peuvent consommer le plus, c'est quand même ceux qui ont un certain niveau de vie. Donc, on trouve beaucoup plus chez les propriétaires ceux qui peuvent consommer. Si vous dites à tous les Français, attention, l'immobilier baisse, ben, ils vont se serrer un peu la ceinture. Ils sont plus pauvres. Hein, c'est ce qu'on appelle l'effet richesse. Et donc, quand l'immobilier baisse, la consommation baisse. Alors, c'est très fort aux États-Unis, c'est un peu moins fort en France, mais ça joue. Et donc, en fait, en France, on a même soutenu la consommation, ce qu'on n'a pas fait dans les années 90, grâce à ce soutien à l'immobilier. Et du coup, les CPI en ont profité. Et là, ils ont profité aussi d'un effet qui était un effet amour par défaut, si vous voulez. C'est-à-dire que la finance a fait peur. Donc il fallait trouver autre chose. Donc, on revenait vers l'immobilier et les CPI étaient là. Et elles étaient mûres comme placement. Hein, donc, finalement, elles sont reparties assez vite. Mais on a eu chaud. C'est-à-dire que la crise a été très grave. Et il y a des entreprises qui ont été très touchées. Donc, on peut dire que les navires CPI ont été un peu secoués, mais finalement ont bien traversé la période.
Ok, excellent. Alors là, on va partir un petit peu, on va continuer à partir de 2009. Alice, j'ai vu que vous aviez posé une question sur les taux d'emprunt. On y répondra un peu après, parce qu'on va aborder toute cette question de la situation actuelle, évidemment, des taux qui ont bien augmenté. Donc là, on continue notre épopée. 2009, la crise finalement financière qui ne pose pas un problème majeur. On arrive, j'imagine, enfin, pendant cette même période, ce qu'on a observé, évidemment, c'est un accroissement de la collecte extrêmement important. De 2007 à 2019, une collecte sur les SCPI qui a très largement augmenté. Et puis, quand même, un coup d'arrêt 2020. Oui, alors, ce qui est très intéressant, c'est que la solution pour 2008-2009 a été d'inonder le monde de liquidités, avec des taux très bas. Oui. Bon. Quand vous avez des taux bas, vous ruinez l'épargne. Autrement dit, ce que vous aviez en livret A, en compte à terme, en obligations, etc., ce n'est pas attrayant. Et donc, les SCPI se sont trouvés dans une position assez géniale D'être mieux disante, en fait. d'être finalement hors concurrence en matière de placement, hors concours. Parce qu'elles assuraient un revenu 6-5%. On est peu à peu descendu vers 4,5%, mais elles venaient quand même de 6%. C'est vrai que la bourse était tellement chahutée que même, moi je suis assez partisan du placement boursier. Hein, j'aime beaucoup la bourse et je pense qu'on devrait avoir un PEA, on devrait faire ce genre de choses. Mais c'est quand même pas encourageant cette bourse qui perd 50% un jour, qui remonte de 30%, qui rebaisse de 20%. Enfin, ça fait peur la volatilité. Ça fait un peu peur. Et donc, les CPI se trouvent un petit peu comme une île dans un océan très agité. Et donc, elles ont bénéficié de ça. Et il y a une collecte énorme. Et de ce fait, la population des CPI s'est beaucoup enrichie, beaucoup diversifiée. Les conseils en placement se sont mis à apprendre la SCPI, à savoir comment elle fonctionnait. Et finalement, de cette période, on a quand même un héritage aujourd'hui. C'est que il y a beaucoup de monde dans le domaine de l'épargne qui connaissent les SCPI, ce que n'était pas vrai du tout dans les années 90. Oui, c'est très grand public même. C'est devenu grand public. Ouais. Alors, c'est pas encore tout à fait au bistrot. Hein. Ici, au bistrot, vous verrez, il y a beaucoup de monde qui ne connaît pas les SCPI encore. Mais dans le monde, disons, des placements, etc., c'est très connu. Surtout dans les professions, dans les formations, dans la banque, dans l'assurance, etc. Il y a eu toute une éducation. Donc aujourd'hui, il y a un énorme réseau de distribution possible des SCPI. Et ça, c'est un héritage formidable. Et ça s'est structuré principalement suite à la crise financière. Suite au taux bas, suite qui au taux a bas. répondu à la crise financière. D'accord. Et donc, cette situation étonnante d'un placement qui est à l'abri. Alors même qu'il faut savoir que dans notre société moderne, on a tellement besoin de refaire l'immobilier, on a tellement besoin de suivre les entreprises, le type d'activité avec l'immobilier, parce que nos économies ont beaucoup bougé. Hein, ce n'est pas à vous que je vais expliquer ou à nos auditeurs que on prend le monde il y a 15 ans, il n'était pas du tout le même qu'aujourd'hui. Hein, il suffit de se souvenir que l'iPhone, donc le premier smartphone, 2007. est arrivé en France en 2009. Alors 2009 en France, oui, l'annonce 2009 2007, en France. Bon, aujourd'hui, on est tellement dedans. Enfin, la vie dans les entreprises a changé. Et l'immobilier a dû suivre tout ça. Donc, il y avait une utilité économique énorme de la part des CPI à apporter des capitaux frais aux entreprises pour pouvoir s'installer sans alourdir, disons, leur financement. Bilan, Donc, si vous voulez, il y a eu enfin, les planètes étaient très alignées. Okay. Voilà ce qu'on peut dire. Donc, taux très bas, ça, effectivement, on s'en rappelle tous. 2020 arrive le Covid. Avec le Covid, le télétravail. Tout à coup, on a entendu pas mal de sonnettes d'alarme. On a vu d'ailleurs la collecte décrocher très drastiquement juste au moment de l'annonce des confinements de 2020. Et finalement, qu'est-ce qui s'est passé après cette crise du Covid? Là, il s'est passé deux choses. Bon, premièrement, 2020, tout le monde a souffert. Hein. Les confinements, c'est quand même une expérience extraordinaire. Hein. Moi, je me souviens, dans le quartier où nous sommes, là, je me promenais. Hein, je faisais mes sorties en signant mon papier pour le mettre dans ma poche. 1 kilomètre, hein, j'espère, Guy. Oui, ce que je trouvais déjà surréaliste. Enfin bon. Et alors, Paris était vide. Tout à fait. Et je me voyais sur les grands boulevards en me disant, mais pendant la Deuxième Guerre mondiale, c'était pas vide. Pendant la Première Guerre mondiale, c'était pas vide. Pendant la guerre de 70, c'était pas vide. Et pendant le Covid, pendant la guerre des Gaules, Lutèce n'était pas vide, même quand il y a eu les combats. Et là, bon, bref, on a vécu une expérience extraordinaire, au sens originel et étymologique du terme. Et
on peut dire que tout a souffert. L'assurance vie a souffert, tout a souffert, sauf le livret A. Hein. Mais là, il y a eu une réaction très, très intéressante des sociétés de gestion qui se sont toutes mises au webinaire et qui ont énormément communiqué avec leurs clients. Ils disent voilà ce qu'on fait, etc. Alors, elles ont un peu souffert. Elles ont notamment plutôt accepté, comme ce sont des propriétaires de long terme qui ont intérêt à garder des bonnes relations avec leurs locataires. Leur client, c'est le locataire, finalement. Bien sûr. Bon, elles ont accepté des remises de loyer, etc. Et puis, quelquefois, ça s'est très bien passé parce qu'il y avait des indemnités gouvernementales, etc. Donc, on peut dire que ça s'est bien passé. Sauf l'hôtellerie, finalement. Je pense que c'est l'hôtellerie qui a, parmi les SCPI, qui a le plus souffert. Et le commerce. Et le commerce, effectivement. À l'époque. Vous savez, le Covid a été une loterie avec des lots gagnants et des lots perdants. On n'avait jamais connu la loterie à lots perdants. Là, on en a connu. Et alors, 2020, tout est reparti. Soit dit en passant, d'ailleurs, peu à peu, les SCPI qui avaient des hôtels sont très bien repartis aussi. Tout à fait. Ouais. Et commerce aussi. Ça a pris un peu de temps. 2022, bon, ben voilà, les taux très très bas encore. Personne croyait à la hausse des taux, etc. Jusqu'à la guerre. Jusqu'à la guerre. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que 2021, la bourse et l'immobilier ont continué à monter. Début 2022, la bourse a arrêté de monter, a même baissé. Et par contre, l'immobilier a continué. Curieusement, il y a eu un effet d'inertie qui fait que partout dans le monde, on a continué à aller vers l'immobilier. Et les CPI ont fait pareil. 2022, ils ont fait une très bonne année. Et puis, finalement, on commence à payer le prix de la guerre en Ukraine. Les banques centrales se mettent à l'inflation, etc. Oui, c'est ça. Parce que en fait, si on essaie de… Exactement, ajuste les taux pour l'inflation. Parce que, en fait, si on essaye de détricoter en fait, ce qui se produit, c'est qu'on a vu du coup une inflation assez élevée, même très élevée, qui du coup a mené les banques centrales à augmenter leurs taux. Et de ce fait, tous les crédits, notamment immobiliers, l'immobilier étant très dépendant du crédit, ont largement augmenté. Du coup, comment on explique, voilà, c'est quoi exactement le choc? Le choc, exactement. Alors, ce choc, déjà, je vais me permettre, hein, vous m'en voudrez pas, mais je n'ai pas tout à fait la même vision économique de certains de mes confrères économistes. C'est-à-dire qu'à la fin du Covid, j'avais tout de suite écrit, on est parti pour de l'inflation longue et on est parti pour des taux d'intérêt élevés. Et alors pourquoi? Voilà, je vais vous expliquer. Mais j'ai renforcé ma position au début de la guerre d'Ukraine. Bon. Pourquoi? Alors, c'est très simple et c'est pas sérieux. C'est pour ça qu'en général, quand j'annonce quelque chose, ça m'est arrivé plusieurs fois, c'est un peu mon karma, si vous voulez, j'annonce des choses qui se passent après. Au moment où je le dis, c'est pas sérieux. Et une fois que ça s'est passé, évidemment, on ne se souvient plus que j'avais dit. Bon. Mais en 2 mots, je vous propose un regard. Vous m'aviez demandé de prendre du recul, on y va. Vous prenez la Révolution française. Napoléon sème le désordre en Europe, guerre de partout, etc. Inflation très forte entre la Révolution, les guerres qui ont suivi, etc. 1815, Waterloo, paix en Europe. Alors, il y avait des guerres locales, mais il n'y avait pas de guerre globale de civilisation. Paix en Europe. 1815-1914, pas d'inflation, taux d'intérêt faible. 1914 arrive, l'inflation monte. Ensuite, c'est l'entre-deux-guerres. Ensuite, c'est la Deuxième Guerre mondiale. Après, c'est la guerre froide. Et début des années 80, ça se calme. Hein, Gorbatchev arrive et on sent que ça se calme. Donc, 1914, début des années 80, inflation, taux d'intérêt élevé. Les choses se calment, le symbole de la chute du mur de Berlin arrive en 1989, et on rentre dans une période de paix globale. Et là, ce qu'on a appelé la mondialisation. Et là, baisse de l'inflation, baisse des taux d'intérêt. Quand le Covid est arrivé, mon idée, c'est une guerre sans la guerre. Mais il y a énormément de victimes. Il va falloir reconstruire les circuits de distribution mondiaux. On a les désastres d'une guerre avec le Covid. Et après, la vraie guerre. M. Poutine rentre en Ukraine, on a une vraie guerre. Maintenant, on en a une deuxième au Moyen-Orient. C'est parti pour longtemps, pour de l'inflation et des taux d'intérêt. Et le problème, et notamment, on va revenir aussi sur les CPI, c'est-à-dire que le problème, c'est que pour X raisons, les banques centrales, qui à mon sens avaient parfaitement compris les choses, je ne les soupçonne pas de ne pas être intelligentes, si vous voulez,
ont voulu atténuer le choc psychologique, parce que se dire qu'on rentre dans une période de taux élevés et d'inflation forte, et donc, notamment, vous savez, la Fed, elle a un gros problème. C'est que si elle dérape un peu dans son langage, la bourse chute. Or, les bourses, la bourse américaine, bah, elle paye les retraites des Américains. Bien sûr. Donc, c'est très dangereux. Et donc, les banques centrales nous ont dit que l'inflation était éphémère, puis qu'elle était transitoire, puis que finalement, ils allaient s'en occuper, et puis. Et puis là, on sent que peu à peu, ils commencent à nous habituer au fait que ça pourrait durer un petit peu. Mais alors, ça, c'est quand même assez surprenant parce que si on revient exactement, donc effectivement, on était sur des taux d'intérêt, enfin des taux de banque centrale extrêmement bas, que toutes les banques centrales ont augmenté extrêmement vite et fort, Ah, très brutalement. peut-être même certains disent trop brutalement, c'est-à-dire qu'on pourrait, comme tu viens de le dire, hein, on avait peut-être des prémices qui auraient permis de lisser un peu plus cette hausse des taux. Donc, on a des taux qui ont monté extrêmement brusquement. Est-ce que c'est ça finalement qui aujourd'hui explique la difficulté du marché immobilier? Alors, absolument. Mais en sachant que tout le monde a continué en 2022 parce que, si vous voulez, quand on n'a pas envie de croire quelque chose, on ne le voit pas venir. Pour l'immobilier, c'est quand même les taux qui montent. Hein, tu l'as dit, le crédit, c'est quand même l'un des supports de l'immobilier. Il y a beaucoup de fonds d'investissement, parce qu'il y a une épargne énorme dans le monde aujourd'hui. Hein. Il y a beaucoup de fonds d'investissement qui faisaient de l'effet de levier. Donc, personne n'avait envie de voir l'inflation, donc on n'a pas envie de la voir venir. Donc finalement, on n'y croit pas trop, on ne veut pas y croire. Et c'est à ça que se sont heurtées les banques centrales. Donc peu à peu, on se met à y croire. Le problème, c'est que en attendant, on ne discute pas avec la réalité. Or, la hausse des taux a été un choc pour tout le monde, pour les entreprises, pour les investisseurs face à des actifs immobiliers, et donc les transactions, on peut dire, de grands immeubles, etc., se sont ralenties. Et ce choc immobilier a été géré d'une façon, je dirais, il y a eu un croche-pied. C'est-à-dire que fin 2022, comme toujours, les experts européens se sont mis à expertiser les patrimoines des fonds. Hein. Alors, il y a les fonds allemands qui sont un peu l'équivalent des CPI françaises, il y a les fonds espagnols, qui ont été faits dire sur le modèle des CPI françaises, il y a des fonds hollandais qui sont un peu différents, etc., etc. Et d'ordinaire, il y avait deux types d'expertise. Il y avait l'expertise à l'anglo-saxonne, c'est-à-dire ce qu'on appelle mark to market. Les taux montent, ça baisse, et je le vois tout de C'est suite. mécanique, mathématique. Donc, à Londres, l'immobilier peut monter un jour de 20% et baisser le lendemain de 15% et remonter de 30%. Et les Hollandais, traditionnellement, faisaient comme les Anglais. Mais il y avait l'expertise continentale, où on estimait que les fonds immobiliers, c'était de la détention longue, et donc on regardait les perspectives de revenus, et si les revenus n'étaient pas menacés, il n'y a pas franchement raison de baisser la valeur. Okay. Et les experts français ont fait comme d'habitude. Fin 2022, ils ont regardé les revenus, ils ont vu qu'il n'y avait vraiment pas péril en la demeure, et ils ont expertisé comme d'habitude. Et puis, quand ils se sont réveillés, ils se sont aperçus que les Allemands, les Espagnols, bref, tous les experts européens avaient changé de méthode, étaient passés à la méthode anglo-saxonne. Les taux montent, on baisse. Ce qui paraît assez logique, hein, c'est-à-dire que quiconque ayant fait un cours de compta un jour a entendu parler du discounted cash flow qui inclut le taux sans risque, qui lui a augmenté. Je ne sais pas si c'est logique. À la limite, les deux logiques se tiennent dans l'absolu. On peut dire, j'ai un fonds immobilier, je n'ai pas l'intention de vendre. Hein, le fonds, lui, va garder ses immeubles. Donc, ce qui compte, c'est le flux de revenus. Ou on peut dire, on fait de l'instantané par rapport aux transactions d'aujourd'hui. Et le problème, c'est qu'on vient de basculer. Et donc, quand l'AMF a constaté que les experts français n'avaient pas fait comme les experts allemands, espagnols, et même les Espagnols, vous vous rendez compte, qui sont vraiment encore plus continentaux que nous, si je puis dire, parce que c'est le Sud, c'est la pierre. Vous voyez, nous Français, l'immobilier pour nous c'est de la pierre, c'est pas une valeur mobilière, c'est pas quelque chose qui change de valeur tous les jours. Les Espagnols c'est encore plus que nous, les Italiens aussi. Mais ils avaient pris le pas. Mais ils avaient pris le pas. Et alors ça c'était inattendu, ça s'est fait comme ça. Bon, pourquoi les experts n'ont pas parlé entre eux, je ne sais pas. Toujours est-il que l'AMF a demandé au ECPI, bon attendez, il y a quelques petits changements, soyez gentils, réexpertisez au 30 juin. Et là, les gestions de SCPI,
les sociétés de gestion ont compris qu'il fallait changer d'approche et commencer par avoir un réalisme, disons, par rapport aux valeurs de marché, pas par rapport à des tensions. Et ça a donc provoqué les baisses. Donc voilà pourquoi déjà il y a eu une surprise un peu anormale, parce que ça aurait dû être en fin 2022. Exactement, parce qu'en fait, on le voyait déjà hein, sur les foncières cotées, par exemple aux États-Unis, il y avait des baisses qui étaient beaucoup plus rapides, Mais à beaucoup Paris plus aussi. marquées. À Paris Oui, aussi. tout à fait, Les sur les foncières sites. cotées sont par C'est sûr terre. que les foncières cotées sont peut-être moins, on va dire, prédominantes en France par rapport aux Oui, États-Unis. exact. Mais en revanche, on le voyait en fait partout. Et puis Mhm. effectivement, les SCPI étaient un peu dans cette espèce de bulle hors du temps qui ne Non, mais voyait pas de attendez, valeur. les CPI, les SCI dans les compagnies Oui, d'assurance, oui, vous savez, les sociétés civiles en bien unité sûr. de compte, là, les OPCI, enfin, et un certain nombre de fonds immobiliers. On parle des CP, mais non, c'est le problème des fonds immobiliers français qui ont vécu ça, cette surprise. Et alors, si je reviens du coup, je rappelle une dernière fois, hein, si vous avez des questions, n'hésitez pas. On a déjà quelques questions pour tout à l'heure. Vous pouvez les poser sur QR pour nous, voilà, si vous voulez creuser certains sujets. Mais pour revenir par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, Guy, donc tu nous parlais finalement de la période d'après-guerre, de la période de la guerre froide, inflation élevée, taux élevés, mais finalement immobilier qui monte, puis les années 90 où les taux baissent et l'immobilier baisse. Et finalement, on a l'impression d'être un peu dans la situation inverse aujourd'hui. Ah On oui, avait des taux zéro et l'immobilier montait et on a des taux élevés et l'immobilier baisse. Alors finalement, exactement. pourquoi c'est si différent? Alors, puisqu'on revient dans un régime de guerre mondiale, alors je dis guerre au sens propre, au sens Conflit en tout figuré, cas. mais le fait, avant, il y avait deux blocs. Il y avait les États-Unis et il y avait l'URSS. Aujourd'hui, il y a comme un bloc qui s'appelle les BRICS, qui est en train de s'opposer au bloc de ce qu'on appelle, nous, la communauté internationale, Oui, c'est-à-dire l'Occident finalement. États-Unis, Europe, Australie, L'OTAN presque. Japon, voilà. Donc, il y a deux blocs qui sont en train de se créer. Donc, il y a une opposition. Je prends un exemple. Euh, Ce bloc est en train de se resserrer, il se resserre un peu dans les bras les uns des autres. Vous avez vu que les pays africains sont allés à Saint-Pétersbourg, chez Poutine, un peu pour dire, attendez, si on nous embête, est-ce que vous prenez bien notre défense, quoi, hein, Mm. comme la Russie l'a fait en Syrie. De même à Johannesburg, tous les BRICS se sont réunis en disant, voilà, on va accueillir d'autres pays dans notre camp. Donc, on est sur de l'hostilité. Tous ces pays-là, ils vont évidemment se dire, bon, c'est nous qui avons beaucoup de matières premières. Jusqu'à présent, l'Occident, pour reprendre ton expression, ne les achetait pas très cher. Pourquoi on ne mettrait pas les matières premières à un prix plus juste pour nous? Ça ne va pas faire de l'inflation, ça, Obligatoirement, hein? oui. Donc, je ne vous dis pas que c'est le discours officiel des banques centrales. Je ne vous dis pas que tous mes amis économistes sont d'accord là-dessus. Moi, je parie sur une inflation qui va durer et des taux qui vont rester élevés. Ça voudrait dire quoi? Alors, je suis désolé de le dire, là, je vais vous faire un choc. Mais ne vous inquiétez pas, les nouvelles sont meilleures après. Mais le choc, c'est que si les taux bas ont fait que tous les actifs ont monté, hein, depuis 30 ans, en matière de placement, vous pouviez jouer aux fléchettes Et ça montait dans tous les cas. et tout montait. Bon. L'immobilier a monté, les bourses ont monté, les obligations ont monté, etc. Aujourd'hui, si on est dans une période inverse, ça veut dire que tous les actifs vont baisser. Donc, l'immobilier a un choc, mais la bourse aussi. Le problème de la bourse, c'est que la bourse, elle peut avoir des temps de décalage. Par exemple, on n'a jamais vraiment vu la bourse avoir un choc pendant une période de campagne électorale américaine. Ah ben voilà. Pourquoi la Fed ou d'autres s'occupent de soutenir la bourse avant une campagne électorale? Donc, la bourse, elle ne devrait pas avoir son choc tout de suite. D'accord. Mais elle l'aura. Parce que si les taux sont élevés, la bourse ne veut pas rester à ces niveaux-là. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, nous, on est seuls à subir. Vous voyez, dans l'immobilier, alors que les placements financiers ne subissent pas encore. Aujourd'hui, les obligations sont très séduisantes. Hein, on nous propose des placements à court terme, des comptes à terme, etc. Bien vite, si ce que je dis est correct et que l'inflation dure, on va s'apercevoir que les placements en obligations, en produits structurés, comme on les appelle, ou en compte à terme, etc., finalement sont dévorés par l'inflation et ne sont pas si bons que ça. Donc finalement, il y aura la performance qui va s'éroder due à l'inflation. Exactement. Donc aujourd'hui, on est seul sur le piédestal comme cible idéale, alors qu'on sait que tout le monde va être au même régime.
Et alors ça influence le débat SCPI. Alors moi, j'ai une question, Guy, pour toi, parce que je me pose souvent cette question. Est-ce que finalement, aujourd'hui, on a atteint l'apogée des taux ou est-ce que tu penses que ces taux vont continuer à monter? Parce que si on a atteint l'apogée, on peut se dire que finalement, comme tu le dis, il y a eu cette prise de conscience courant 2023 sur les évaluations des SCPI. Et si la baisse est maintenant finalement derrière nous, eh bien, on pourrait s'attendre à avoir de beaux jours qui nous attendent par la suite. Comment tu l'interprètes? Alors, je ne veux rien en savoir. D'accord. Et deux, surtout, je n'en sais rien. C'est-à-dire, qui est capable de prévoir les taux d'intérêt dans 2, 3 ou 5 ans? Je n'en sais rien. Et je pense que c'est une mauvaise question. Pourquoi? D'abord, les économistes ont l'habitude de dire plein de choses. Et puis, quand on prend ce qu'on appelle leur track record, on s'aperçoit qu'ils n'ont dit que des bêtises. Hein. Il y a très peu d'économistes qui, en fait, pensent bien et annoncent des choses à l'avance. Et moi, j'essaye de suivre plutôt cela. Hein. Mais sur les taux, sur l'inflation, on ne sait pas. Ce qu'on nous dit tous les jours sur les réseaux, sur les chaînes télé, dans les journaux, dans les revues économiques, etc., il ne faut pas les lire 6 mois après ou 2 jours après, on est malade. D'accord? Par contre, l'investisseur, l'épargnant, lui, il doit se dire, donc, je ne sais pas. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Et c'est pour ça que je dis, je ne veux pas savoir. Okay. Et la bonne question, c'est un peu comme aux échecs. Vous ne connaissez pas le jeu de l'adversaire. Et c'est à partir de là que vous jouez. Et donc, il faut se dire, dans tous les cas, bon, si les taux baissent, admettons, je n'y crois pas, mais ou peut-être pour un temps, mais pas longtemps, si les taux baissent, de toute façon, oui, ce sera une bonne nouvelle pour l'immobilier. Donc, pas de souci. Pour la bourse aussi. Si les taux restent élevés, tout va souffrir. Donc, la question, c'est de se dire, où sont les vraies valeurs refuges qui vont traverser les tempêtes? Okay. Or, il y a 2 choses qui traversent les tempêtes. C'est l'immobilier et c'est les entreprises. D'accord. Donc, la bourse, si on sait faire. Mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Donc, de toute façon, imaginons même que l'immobilier doit souffrir dans les 15 prochaines années. Ça peut être intéressant de faire des CP aujourd'hui, ou d'ailleurs de faire des placements très réguliers, programmés sur la bourse, comme sur les CP, etc. Parce que de toute façon, c'est ce qui traverse le temps. Plus que les obligations, d'après toi? Ah, complètement. Si jamais on est en période inflationniste, si vous voulez, l'inflation, c'est la méthode utilisée par les gouvernements pour rembourser la dette, pour alléger leur dette. Donc l'inflation, elle a toujours été meurtrière pour les obligations. Mais l'avantage, c'est que c'est indolore. Sur 3 mois, sur 6 mois, sur 1 an, vous ne le sentez pas. Mais c'est à long terme que finalement, il y a une accrétion. Dans les années 70, par exemple, il y a une inflation très forte. Mettons en 78, alors à l'époque, c'était, je crois, la Renault 12. C'est possible, j'en ai aucune idée. C'était une bonne petite voiture, etc. Vous vendiez votre Renault 12 pour acheter des emprunts d'État français. Vous vendiez en 83-84, parce que j'ai fait le calcul à l'époque, vous récupérez une petite R5. Sauf que sur le papier, on ne l'a pas vu. D'accord. Donc, malgré le fait qu'on ait acheté des obligations du Trésor, on a eu cet effet où l'inflation était tellement plus élevée. L'inflation est ravageuse pour tout ce qui est placement, on va dire, contractuel. Le placement à la banque, le placement d'obligations, que ce soit des obligations d'État ou des obligations d'entreprise, etc. Bon, si un jour il y a des obligations indexées sur l'inflation, ce sera autre chose. Mais je ne sais pas comment vous faites pour en acheter. Mais en gros, en cas de grosses perturbations, et je n'ai pas le sentiment que la paix dans le monde, c'est pour tout de suite, si vous voulez. On ne dirait pas, non. Donc, s'il y a des secousses qui continuent un certain temps, les obligations, ça peut être une bonne position de repli pendant un temps, si vous voulez, c'est ce qu'on appelle un placement court terme, mais ça ne traverse pas le temps. Alors que j'avais écrit un jour un livre qui s'appelait L'épargne assassinée, et c'est surtout 2 assassinats, 2 criminels, c'était l'inflation et l'impôt. Bon. Mais donc, les 2 seules choses qui traversent le temps en période perturbée, c'est l'immobilier, c'est l'entreprise. Donc, les CP est un bon endroit. Voilà ce que je veux dire. Ça ne veut pas dire qu'elles ne vont pas baisser, ça ne veut pas dire qu'elles ne vont pas avoir des problèmes. Mais là, je pense que pour les CPI, il ne faut pas se poser la question de la valeur. Il faut se poser la question du chèque qu'on reçoit tous les trimestres. Et alors, j'aurais 2 questions de suivi par rapport à ça, mais d'abord, je vais revenir sur une question que nous pose Philippe, qui nous demande penses-tu, Guy, que suite aux expertises de fin d'année, les baisses vont continuer? Parce que tu nous dis que tu ne sais pas et que d'ailleurs tu ne veux pas savoir
en tout cas, tu ne veux pas faire d'hypothèses sur les taux qui vont continuer à monter ou pas, on ne sait pas. En tout cas, moi, ma question pour toi, et je pense que c'est un petit peu la question de Philippe, est-ce que à taux, on va dire constant, est-ce que d'après toi, la baisse est déjà répercutée sur les prix des SCPI ou est-ce qu'il y aura encore des répercussions à venir avec peut-être l'expertise de fin d'année 2023? Encore une fois, dans un monde hypothétique dans lequel les taux restent tels qu'ils sont. D'accord. Alors, c'est difficile comme question parce qu'il y a deux difficultés. La première, c'est quelle est la vision exacte des sociétés de gestion. Autrement dit, on peut imaginer que certaines sociétés de gestion se sont dit on baisse carrément, on prend même de la marge, comme ça on est sûr de ne pas y revenir. Okay. Et que d'autres ont pu se dire on fait à minima. On fait à minima parce que justement les taux vont baisser et puis donc les choses vont s'améliorer, donc on n'a pas franchement besoin. Donc, les expertises, c'est déjà un premier point qui pourrait faire qu'il y ait encore d'autres baisses. Pourquoi pas? Je n'en sais rien. Le deuxième facteur, c'est que le problème, ce n'est pas les CPI. Le problème, ce sont tous les fonds d'investissement internationaux qui ont acheté beaucoup d'immobilier en Europe et avec souvent avec effet de levier. Avec un levier énorme, ce que j'allais dire, voilà. Évidemment. Et donc, en 2023-2024, un certain nombre de ces fonds vont rendre l'éponge. Alors, vous savez, il y a un mécanisme diabolique qui s'appelle le crédit sans retour. Sans recours, pardon. Crédit sans recours. Ce qu'on a aux États-Unis pour les maisons. Vous n'arrivez pas à rembourser votre emprunt. Vous donnez la clé à la banque. Vous rendez la clé à la banque, vous n'avez plus de prêt et vous n'avez plus de maison. Bon. Or, ce crédit sans recours a été appliqué en Europe pour les fonds immobiliers internationaux. Donc, vous allez avoir des fonds qui ne peuvent plus rembourser, qui vont rendre les clés. Et je ne sais pas comment ils débrouilleront avec leurs investisseurs, mais qui vont rendre les clés. Et donc, il va y avoir d'un seul coup des prêteurs qui vont se trouver avec des gros immeubles à remettre sur le marché. Donc, il y a deux facteurs. Premièrement, l'immobilier peut être secoué. Et deuxièmement, il peut y avoir des grandes opportunités. Et c'est l'une des raisons, et on en parlait tout à l'heure avant cette émission, c'est l'une des raisons pour lesquelles je suis un peu attristé par le côté un peu spectaculaire, émotionnel qu'on met sur les SCPI. Ce serait le moment où j'allais de collecter. Parce que comme on risque d'avoir quelques accidents sur l'immobilier, il faut donner à nos SCPI le moyen de profiter de ces immeubles qui vont être mis sur le marché un petit peu à la casse. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme en bourse, c'est quand elle baisse qu'il faut acheter. C'est sûr. Voilà. Donc aujourd'hui, la meilleure chose qui pourrait arriver aux SCPI, c'est de continuer à collecter pour acheter. Mais que vont faire les valeurs de part? Je n'en sais rien. Mais en plus, ça ne devrait pas être le sujet. Quand vous avez un appartement, vous vous demandez tous les matins ce que ça vaut? Non. Est-ce que j'y suis bien? Est-ce que c'est bien pour ma famille, mes enfants, etc. Ou si vous êtes propriétaire et que vous louez, est-ce que mon locataire me paie bien le loyer, qui me rembourse le crédit? C'est ça les questions. Donc, c'est l'usage, en fait, c'est qu'est-ce qu'on en fait. Et c'est pareil pour les CPI, c'est le revenu. Mais peut-être du coup une question un petit peu différente, c'est-à-dire effectivement peut-être que sur le court terme, on ne sait pas et c'est compliqué de prévoir, mais tu nous disais tout à l'heure que d'après toi, l'immobilier reste une des valeurs refuges. Qui dit inflation, est-ce que d'après toi, dit malgré tout sur le long terme, augmentation du prix de l'immobilier? Alors, valeur refuge ne veut pas dire augmentation. C'est-à-dire que je reviens un peu sur l'expérience historique. C'est pas que je voudrais faire le vieux sage, etc., mais je trouve que l'histoire est toujours très éclairante. Les années 70, très forte inflation. Si on déflate, les prix du logement n'ont pas bougé pendant les années 70. Ça n'a pas augmenté. Par contre, les prix ont suivi les étiquettes. Donc, apparemment, les prix ont monté. En fait, la valeur a été préservée. Oui. C'est autre chose. D'accord. Et c'est vrai que le logement est une valeur refuge. Et vous savez pourquoi? Je vais essayer de vous dire, on a été très sérieux, je vais essayer de vous donner quelque chose d'un petit peu plus gai, là, ou plus distrayant. Et en fait, il y a une grande loi en économie qui a été découverte par Keynes, l'économiste Keynes, et qui a été découverte aussi par, j'ai un trou, mais la personne qui a créé le concours Miss France. Aucune idée. Comment elle s'appelle déjà? Bon, j'ai perdu. Mais ça me reviendra. Et en fait, c'est ce qu'expliquait Keynes. Il disait, sur un marché principal, c'est comme un concours de beauté. C'est pas de savoir si la jeune femme est belle. C'est même pas de savoir
si les autres vont penser que la jeune femme est belle. Si vous voulez gagner le concours, il faut savoir si les autres vont penser que les autres vont penser que la jeune femme est belle. Et c'est ça qui protège le logement ou l'immobilier. Parce que les particuliers partout dans le monde se disent la finance, oh, compliqué. L'endettement des États, hein, c'est un peu ce qui menace les obligations. Tout ça, c'est compliqué. Par contre, après tout, si j'ai ma maison ou si j'ai un appartement avec quelqu'un dedans, bah, c'est une sécurité. Et donc, comme tout le monde pense que tout le monde va penser que le logement est une valeur refuge, eh bien, le logement sera une valeur refuge et l'immobilier avec. Vous voyez ce que je veux dire? Alors ça, c'est une très bonne question. Et du coup, donc, sur la partie logement, je pense que ça paraît logique, hein. Dans la pyramide de Maslow, finalement, se loger, c'est quand même très bas. Moi, j'aime bien y réfléchir comme ça. C'est-à-dire qu'on répond à un besoin tellement primaire. On sait aujourd'hui qu'on a une pénurie de logement également en France. Mais on peut le dire autrement. Ouais. On peut le dire d'abord qu'effectivement, c'est un besoin primaire, mais on peut dire aussi que tout ce qui est immobilier est l'une des choses qui va beaucoup évoluer dans notre société. Hein, les changements d'usage pour le travail, le fait qu'on aime beaucoup plus la mobilité. Donc, l'immobilier est quand même au cœur aujourd'hui des évolutions économiques. Et en quantité limitée. Je pense que ça, c'est un point important aussi. Oui. On parle beaucoup de non-artificialisation des sols. Exactement. On n'a plus le droit d'artificialiser les sols. On a finalement aujourd'hui une base immobilière qu'on va tendre à contraindre et à faire plus avec la base actuelle. Ce qui ne veut pas dire que ça ne baissera pas. Non, non, oui, alors. Hein, on est d'accord. Oui. Mais ça veut dire que dans le temps, c'est une valeur refuge. Exactement. Et alors, du coup, peut-être une question, je pense que beaucoup. Attention, il y avait la question d'Alice à laquelle on n'a pas encore répondu. Oui, je sais. Alors, on avait la question sur le crédit, on va y revenir dans un instant. Mais juste pour finir sur les perspectives, on parle beaucoup aujourd'hui du bureau qui est chahuté. Alors, pour le coup, contrairement aux années 2000, ce n'est pas l'effondrement des startups qui mène à la baisse des bureaux. C'est plutôt un effet, on va dire, plus long terme du Covid. Ce n'est pas un Covid long, mais presque. C'est finalement le télétravail. Quelle est, d'après toi, la perspective sur l'usage du bureau? Est-ce que finalement, on va avoir des bureaux différents? Les bureaux à la Défense sont-ils encore des modes de travail qui vont perdurer? Comment tu le vois? Alors, là encore, je pense que quand je mets une position de quelqu'un qui place son argent, je préfère savoir que je ne sais pas certaines choses. Bon. Moi, je ne sais pas vers quel type de mœurs nous allons. On voit bien que les mœurs et les usages sont complètement chahutés. Bon. Je note quand même que les bureaux sont en train d'entrer dans leur 6e crise, qu'ils ont déjà très bien passé les 5 premières, et que finalement, ils vont faire un peu comme ont fait les centres commerciaux il y a 10 ans. Les centres commerciaux ont eu une très grosse crise il y a une dizaine d'années. C'est-à-dire que c'était un endroit où on allait faire ses courses, et c'est devenu un endroit pour une expérience, où on emmène finalement ses enfants, et on y va, et puis on fera ceci, on fera cela, etc. Je pense que les entreprises vont peu à peu utiliser les bureaux d'une autre manière, pour une expérience d'équipe, ensemble. Bon, ce genre de transition, ça prend du temps. Mais ça se fait lentement. Donc, les propriétaires de bureaux, vous avez des CPI, vous avez des foncières cotées, vous avez des compagnies d'assurance. Des entreprises également. Des entreprises également, sont en train de consacrer de l'argent pour cette mutation. Ce qui veut dire que pendant un temps, par exemple, si on revient sur les CPI, les bureaux qui sont dans une SCPI coûtent plus cher à la SCPI pour certains. Hein, certains sont encore très bien loués, d'autres, on sent que ça ira pas. Et puis peut-être que d'autres sont perdus. Peut-être que certains bureaux qui étaient très, très, très appréciés il y a encore quelques années dans la seconde couronne ne sont plus du tout. Donc, peut-être qu'il faudra arbitrer des immeubles, en vendre certains donc. Peut-être qu'un certain à transformer complètement, etc., etc. Donc, ce que je veux dire, c'est que d'abord, le bureau lui-même va évoluer, il va traverser sa crise, et ensuite, la SCPI, comme la foncière cotée, comme le patrimoine des compagnies d'assurance, sont des patrimoines vivants qui évoluent et qui finalement sont surdébrouillés. Vous savez, les 90, 2001, 2002, 2008, 2009, ça a été sévère. Bon, finalement, on regarde au passé, bah oui, ça s'est bien passé. À la limite, on peut jouer les anciens combattants et dire t'as vu un peu comment je m'en suis sorti. Ouais. Mais c'est vrai, par exemple, que pour les années 90, ce qui était terrible, les sociétés de gestion à l'époque ont fait d'énormes travaux dans leurs immeubles. Alors évidemment, peut-être que le revenu, au lieu d'être de 6-7% comme il était à l'époque, n'a été que de 5-6% peut-être. Mais l'idée, c'est que ce sont des patrimoines vivants. Donc, avec ces deux amortisseurs,
le fait que les évolutions sont très lentement. Vous savez, une entreprise, elle ne déménage pas comme ça. Hein, elle ne quitte pas. C'est très lourd de déménager. C'est aussi l'avantage de l'immobilier qui est un peu plus inerte que la bourse. La bourse, demain matin, ça baisse, boum, c'est fini. Donc, les bureaux, finalement, devraient s'en tirer dans le temps. Dans le temps. J'essaie de mettre un peu de temps dans tout ça. Alors, pour cette dernière partie de l'interview, ce que je propose, c'est qu'on réponde à quelques questions relativement rapidement, qui sont les questions que tout le monde se pose. On va commencer évidemment par celle d'Alice, qui nous dit qu'elle hésite à investir à crédit. Elle aimerait savoir si les taux d'emprunt actuels valent toujours le coup pour investir en SCPI à crédit. Aujourd'hui, pour rappel, les taux d'emprunt de la SCPI vont tourner autour de 4,5 à 5% sur des durées de 15 à 25 ans, à la louche. Alors évidemment, les détails peuvent être demandés par ailleurs, mais en gros, c'est ça. C'est quoi ta réponse à Alice? Alors, première réponse, d'abord, c'est une très bonne question, parce que concrètement, au moins, c'est la question qu'il faut poser. Première réponse, normalement, on saura un jour si en achetant à un taux de 5, c'était intéressant parce qu'il s'est passé. C'est-à-dire que si j'achète à un taux de 5% et que l'inflation se stabilise à 7% par an pendant les prochaines années, c'est génial. Bien sûr, on emprunte pour chaque Parce l'inflation. que le crédit est à taux fixe, c'est un montant, et le montant que je rembourse perd de la valeur tout le temps. Bon. Et dans ce sens, puisque je pense qu'il y aura de l'inflation, je pense que c'est peut-être un peu limite, mais ça pourrait être très bon. Okay. Par contre, il y a une solution. Vous achetez à crédit une nue propriété, par exemple. Ce qui est beaucoup plus compliqué à faire pour le commun des mortels. Bah, vous les conseillez, non? Oui, mais je dis que c'est compliqué à faire. Mais bon. Il y a des systèmes avec la SCPI, comme par exemple le démembrement, l'achat en nue propriété, où là, il y a un gain par le démembrement, par la fiscalité du démembrement, etc., qui fait qu'emprunter au taux d'aujourd'hui, là, il n'y a plus de risque. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, je pense que ces questions-là, il faut les voir il faut approfondir un petit peu plus. Okay. Donc, ça mérite, je dirais, un conseil. Oui, tout à fait. Et je suis d'autant plus libre d'en parler que moi, je n'exerce pas comme conseil. Je ne suis que observateur, je parle. Donc, Alice, la réponse, c'est pourquoi pas, si l'inflation est élevée, ça peut être un très bon plan. Quelques autres questions que tout le monde se pose en ce moment. On a pu voir sur certaines SCPI, aujourd'hui, ça reste très limité, des problèmes de liquidité. Ah oui. Les SCPI ont fait beaucoup de choses sur la liquidité sur les dernières années. Comment tu vois cette problématique? Alors, d'abord, il faut essayer d'oublier un peu l'imaginaire des années 90 où des gens au chômage n'arrivaient pas à reprendre l'argent de leur SCPI. Bon, même si ça a duré 2 ans, c'est très, très, très embêtant dans certaines circonstances. Bon. Alors, il y a 4 raisons de vendre les SCPI. D'abord, je ne sais pas si vous savez, mais détenir des SCPI, ça tue. Oui, c'est la succession, je crois, la première cause de vente. C'est-à-dire que le taux de mortalité des détenteurs de SCPI, pour l'instant, est encore très supérieur à la moyenne française. Parce qu'on garde les SCPI longtemps, et donc il y a beaucoup de SCPI dans la succession. Donc ça, c'est comme ça. Alors après, est-ce qu'il y a un notaire ou un conseil qui va expliquer aux héritiers, vous n'êtes pas obligé de les vendre, vous pouvez, si vous voulez, les garder. Toujours est-il que les successions sont une première raison de vente des parts de SCPI. Deuxième raison, c'est les changements dans la vie, positifs ou négatifs. Un décès, une maladie, un divorce, une perte d'emploi, un divorce, ou simplement, ça y est, je vais pouvoir m'acheter mon appartement, enfin, donc je ramasse un peu tout ce que je peux à droite et à gauche, et donc je vends mes parts de CPI, ou j'ai les enfants qui doivent faire leurs études, là je suis un peu juste, je vends mes parts de CPI. Donc, la deuxième raison, ce sont les évolutions de la vie. Et la troisième raison, c'est l'arbitrage de placement. Alors, pour l'instant, on peut dire qu'en général, les CPI ont été bien vendus. C'est-à-dire que quand on a acheté des CPI, c'est pour longtemps. Sinon, il ne fallait pas les acheter. Et c'est justement pour traverser les hausses et les baisses, quoi qu'il arrive. Mais il y en a parfois un peu. Il y a parfois un oncle, une tante ou un cousin qui donne un mauvais conseil et craque, on se dit, bon, en ce moment, les meilleurs traverses, j'ai vendu. C'est pas fait pour vendre. Aujourd'hui, les appartements à Paris baissent. C'est pas pour ça qu'on dit aux gens, précipitez-vous pour vendre vos logements. Au contraire, même, on leur dit souvent de conserver, surtout qu'ils ont des bons taux de précédents. Mais bon. Voilà, mais bon, disons qu'il y a quand même un peu de vente comme ça. Et puis, il y a une quatrième raison. Et celle-là, aujourd'hui, on la paye. C'est qu'on a mis beaucoup de placements en SCPI au travers de contrats d'assurance vie. Autrement dit, on a fait une invention diabolique qui est l'immobilier liquide. Parce que si je vends mes CPI, si je vends, disons, mes unités de compte dans un contrat d'assurance vie, je n'ai pas de frais.
Si je voulais vendre mes SCPI, j'aurais des frais, Mhm. parce que c'est de l'immobilier. Et en plus, la guidée est garantie par l'assureur. Donc, en plus, on a créé une Voilà, couche. c'est ça. On a créé de l'immobilier, c'est-à-dire que c'est un contrat d'assurance vie, donc l'assureur est obligé de me rembourser. Donc c'est génial, je peux vendre. Et c'est ça qui se passe en ce moment. C'est que certaines unités de compte sont vendues par des gens bien ou mal conseillés. Et donc les assureurs se retrouvent avec un surplus de, de parts d'unités de compte, donc de patrimoine de SCI dans leurs actifs généraux, puisqu'ils ont remboursé le client, maintenant, mais non. Et donc aujourd'hui, ce sont les assureurs qui vendent. Et comme ils vendent, ils écrasent un peu les 3 premiers vendeurs. Bien sûr, ils sont beaucoup plus gros. Ouais. Ça fait beaucoup plus. Et c'est pour ça que certaines SCPI, ça commence, ont des parts en attente de vente, donc ils ont des listes qui commencent à s'allonger un peu, parce que les assureurs ont tellement vendu que les flux naturels de vente, pour raisons classiques et compréhensibles, sont un peu perturbés. Et donc, on pourrait avoir, et ça c'est malheureux, j'avoue que inventer de l'immobilier liquide, c'est quand même pas très, très malin dans une optique profonde, si vous voulez, hein, parce que l'immobilier n'est pas liquide. Donc, oui, il peut y avoir des problèmes de liquidité sur certaines SCPI. Ok, donc peut-être de ce que j'en comprends en filigrane, principalement sur celles qui sont particulièrement exposées aux assureurs finalement. Beaucoup le sont aujourd'hui. Hein. Ok. Alors, cela dit, comme tous, au moins, on a la chance d'avoir une expérience excessivement grave où tout marchait mal. Hein. L'immobilier, les taux d'intérêt qui déraillaient complètement, l'économie qui n'allait pas, l'emploi qui s'effondrait. Donc, on a eu le pire du pire avec les années 90. On a fait, nous, notre crise de 29, si vous voulez, pour l'immobilier. Hein. On a fait la crise de 29 de Oui, l'immobilier donc là, c'est de dans la les années petite bière, 90. quoi. Or, finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Peu à peu, ça y est, les acheteurs sont revenus, parfois un peu tard, parce qu'il valait mieux venir pendant la crise, justement, pendant le son du canon, mais ils sont revenus. Et puis les questions de liquidité sont résolues. Ok, donc c'est clair pour la liquidité. Du coup, dernière question pour moi, c'est quelles sont finalement les opportunités que tu vois dans le contexte actuel? Je te pose deux sous-questions par rapport à cela. Une qu'on nous pose souvent. Je détiens des parts d'une SCP qui vient de décoter. Est-ce que je dois vendre? Pour ça, beaucoup de gens nous posent cette question. Donc, première question pour toi. Et deuxième question, on a ce débat peut-être millénaire. Faut-il investir dans des SCPI jeunes ou dans des SCPI anciennes? Finalement, la nouveauté est-elle gage de qualité aujourd'hui? Alors, première question, faut-il vendre? Moi, je dirais pour acheter quoi? Hein, parce que quand on vend de l'immobilier, il y a ce qu'on appelle en finance des frottements. Hein, c'est-à-dire que ça coûte un petit peu droit d'enregistrement, intermédiaire et tout ça. Donc, dans les SCPI, c'est les 10% en général, enfin, classique de frais de Oui, en souscription gros. dont tu parles. Et pour acheter quoi? Donc ça, c'est la première chose. Mhm. Deuxième chose, moi j'ai tendance à dire, on ne descend pas du train. Dans un placement qui est réputé comme l'immobilier, hein, de long terme, alors je sais que c'est malheureux parce que on parle du long terme surtout quand ça ne va pas, donc c'est pas bien. Mais c'est pas parce qu'il y a un accident de marché que d'un seul coup, l'immobilier devient du court terme. Hein. Donc c'est la même question que mon appartement à Paris, il a baissé de temps, est-ce que je dois vendre? Moi, je dirais non. Je dirais non. Maintenant, je ne sais pas quelle sera la meilleure SCPI dans les 10 prochaines années. Je pense que quand même, elles sont toutes à peu près dans un mouchoir de poche. Et donc là, on revient sur jeune ou ancienne. Alors, ça se discute. Ça se discute de la façon suivante. Les grosses, elles ont une marge de manœuvre extraordinaire pour transformer des immeubles. C'est-à-dire que c'est le côté salvateur de la SCPI, c'est que si j'ai quelques bureaux qui vont vraiment pas bien en ce moment, j'ai quand même beaucoup d'autres immeubles qui me donnent des flux de revenus avec lesquels je peux faire des travaux ou je peux patienter avec ces locataires le temps de vendre. Donc, les grandes ont d'abord une grande diversification, une grande sécurité, une grande inertie. Bon. Mais elles ont fait les choix des années précédentes. Et aujourd'hui, les jeunes, elles savent ce qu'il ne fallait pas faire il y a 3 ou 4 ans. Donc ça, c'est aussi un avantage. Cela dit, les jeunes, il faudra qu'elles grandissent. Et les jeunes, souvent, elles se présentent comme, par exemple, spécialisées. Donc, spécialisées juridiques, spécialisées santé, etc. Alors, c'est vrai, on peut se dire, tiens, la santé, par exemple, est quelque chose
Finalement, ça dépend de la démographie, ça dépend moins de l'économie. Donc, ça peut être un bon plan. Finalement, on est en train de parler de quoi là? On est en train de parler de constituer un portefeuille boursier. C'est-à-dire, est-ce que je vais acheter une action? Bien sûr que non. Je vais peut-être acheter du LVMH, je vais peut-être acheter de l'air liquide, qui sont des secteurs complètement différents. Finalement, dans 10 ans, qui aura le mieux performé? J'en sais rien. Donc, dans les CPI, plutôt que de se dire on va jouer les vieux contre les jeunes, ce qui est quand même un mauvais débat, hein, euh, bah, pourquoi pas se dire un petit peu des deux? C'est-à-dire que c'est très difficile aujourd'hui de dire. Moi, je pense qu'on va être surpris par le ressort des grosses SCPI qui, justement, en ce moment, souffrent un peu plus que les autres. Oui, alors, surprise, ça c'est sûr. Néanmoins, on verrait mal comment une SCPI passerait, par exemple, d'un taux de distribution de 4% à un taux de distribution de 8% en ayant un stock de 1, 2, 3 milliards d'actifs, d'euros évidemment d'actifs. Je pense que c'est ça souvent derrière ce débat, c'est de se dire, aujourd'hui, une SCPI qui a une collecte dynamique, évidemment, parce que s'il n'y a pas de collecte, de toute façon, il n'y a aucune opportunité d'investir. Tu le rappelais, il y aura des opportunités excellentes. On voit déjà des opportunités meilleures qu'il y a 1 an ou qu'il y a 2 ans. Et souvent, ce que nous disent les SCPI jeunes, c'est qu'elles sont capables aujourd'hui d'acquérir dans de meilleures conditions et donc de créer un meilleur stock. Oui, tout à fait. Mais elles sont moins diversifiées. Souvent, bien sûr. Donc, si le monde. Parce qu'il faut quand même se dire une chose. À chaque instant, on n'aime pas le désordre. Donc, à chaque instant, on se dit bon, maintenant, ça y est, les choses vont être ordonnées. Il ne faut pas penser comme ça. Si vous regardez les 20 dernières années, ou les 10 dernières années, ou les 5 dernières années, on n'a pas arrêté d'avoir des surprises dans tous les sens. Qu'est-ce qui vous dit qu'on n'aura pas d'autres surprises bientôt? Et donc, moi, les surprises qui vont arriver, je ne les connais pas. C'est précisément la nature du futur d'être surprenant. Donc, ces jeunes SCPI qui ont trouvé une belle idée dans tel ou tel secteur, peut-être qu'elles vont rencontrer quelques temps un petit peu plus difficiles pour s'adapter à un nouvel environnement. Ok. De même que les grandes, elles vont peut-être souffrir encore un peu plus, ou au contraire, être allégées de façon inattendue. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir une démarche d'investissement ou de placement tout simplement en se disant le futur désormais va être paisible. Moi, j'en sais rien. Et je sais qu'il n'a pas l'habitude d'être paisible ces temps-ci. Écoute, alors je pense que c'est très bien. Du coup, peut-être dernière question pour la fin et ensuite on libérera nos auditeurs. Si tu avais un conseil aujourd'hui, on est le 26 octobre 2023, ce serait quoi ton conseil aux investisseurs en général et puis évidemment en particulier sur l'immobilier ou les SCPI? Alors, en général, restons de bonne humeur. Ce n'est pas la fin du monde. Hein. Et moi, je suis atterré de voir une ambiance où il faut toujours dire ça va pas, c'est une catastrophe, etc., etc. Il y a quand même beaucoup de choses qui vont bien. Et puis, les sociétés humaines ont l'habitude de survivre. La résilience. La résilience, si tu veux. Donc, moi, je dis, gardons quand même un côté un peu positif. Déjà, on se portera mieux. Alors, maintenant, plus précisément, ça c'est un peu philosophique, mais c'est mon regard sur un peu plus précisément. Moi, je dirais, le vrai conseil, c'est pas trop écouter le bruit. C'est-à-dire qu'on a des miroirs déformants absolument extraordinaires, avec l'ambiance d'information qui nous vient des médias classiques, qui nous vient des réseaux sociaux, qui nous vient d'un peu partout. Et il y a une contagion de noircir les choses. Je donne deux exemples tout simples. Sur la façon de regarder ou de ne pas regarder. Mais pour ça, il faut être capable de dire j'écoute pas, ou j'écoute moins. Prenons le débat sur la retraite qui a eu lieu. Moi, je suis désolé. La retraite, les problèmes de financement de la retraite, mais c'était une nouvelle extraordinaire. Vous voyez, en 1950, la durée de vie d'un homme, c'était surtout les hommes qui travaillaient en 50, hein, la durée de vie d'un homme, c'était 64, enfin l'espérance de vie, c'était 64,7 ans. Ça, c'est 81. Ouais. 64,7 ans, espérance de vie. Âge de la retraite, 65 ans. Il n'y a pas de problème de financement. Effectivement. Aujourd'hui, on a une telle espérance de vie, mais c'est formidable. Donc, évidemment qu'on a des problèmes de financement. On ne pourrait pas le prendre dans ce sens-là. Bon, écologie. On nous culpabilise. Ah, il ne faut pas de ceci, il ne faut pas de cela. Mais attendez, il y a 2 siècles, on était 1 milliard d'êtres humains sur la Terre. Aujourd'hui, on est 8 milliards. Ça veut dire que l'humanité a été extraordinaire. On a réussi
à résoudre des poches de pauvreté, à résoudre des famines, à faire quand même des guerres moins meurtrières un peu partout, à améliorer la santé, à améliorer l'éducation, et à faire que finalement, pour la première fois dans une histoire très, 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 très longue de l'humanité, sauf la population augmentée. Mais on a été formidable. Pourquoi le prendre à l'envers? Évidemment, à 8 milliards sur la Terre, bah, faut pousser un peu, il faut peut-être un peu mieux s'entendre, il faut peut-être consommer un peu moins de ressources, etc. Mais c'est dans le positif. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, dans les placements, on a la même déformation. Là, les CPI baissent, donc ça y est, on raconte plein de choses. Demain, la bourse va baisser, vous aurez d'autres choses. Donc, je dirais, il faut garder un cap, quoi. Essayer de bien voir tranquillement ce qu'il convient de faire, et puis après, plus trop écouter les mauvaises nouvelles de chaque jour. Voilà ce que j'ai envie de dire. Ok, et puis donc on le rappelle, tu nous disais tout à l'heure, les valeurs refuges, finalement l'immobilier, probablement l'une des meilleures valeurs refuges selon toi. Moi, je dis l'immobilier, les entreprises. Les entreprises. Ouais, les deux. Les deux. Les deux. Eh bien, Guy, merci beaucoup pour ton intervention. Merci beaucoup pour cette interview. Merci à tous de nous avoir suivis ce soir et je vous souhaite une excellente soirée. Voilà. Et bonne chance avec vos placements.